C'était notre réunion de famille annuelle, qui se tenait au chalet au bord du lac, une propriété dans la famille de ma mère depuis des générations. L'air sentait les aiguilles de pin et la fumée du barbecue. Des parents éloignés, que je ne voyais qu'une fois par an, déambulaient, riant et prenant des nouvelles. En surface, c'était l'image parfaite d'une famille américaine heureuse. Mais pour moi, ce n'était qu'une autre scène pour la pièce de théâtre préférée de ma famille, une pièce où l'on me donnait le même rôle, année après année, celui de la petite sœur fiable, responsable, et totalement invisible. Ma sœur aînée, Maria, était la vedette du spectacle. À 24 ans, elle était charmante, athlétique, et avait cette façon de faire sentir à tout le monde qu'ils étaient ses meilleurs amis, juste avant de leur demander une faveur. Elle se tenait au bord du vieux ponton en bois, une bière à la main, racontant une histoire exagérée à nos cousins. Je passais juste à côté pour prendre un soda dans la glacière. Et, petite sœur, a-t-elle baragouiné, un sourire narquois aux lèvres. Tu penses à tout cet argent que grand-mère t'a laissé? Je l'ai ignoré, ma main se tendant vers une canette fraîche. C'était son sujet de prédilection. Mon héritage. Pas notre héritage, le mien. Un fait qui irritait ma famille chaque jour. Ne sois pas comme ça, a-t-elle dit en se plaçant devant moi. J'ai essayé de la contourner, mais elle a posé une main sur ma poitrine. Tu sais, tu es toujours si sérieuse. Tu as besoin de te détendre. Et puis, elle m'a poussé violemment. Le monde a basculé. Un instant, j'étais sur le bois solide du ponton, et l'instant d'après, je tombais à la renverse dans l'eau trouble et incroyablement froide du lac. Le froid fut un choc physique, me coupant le souffle. Je suis remonté à la surface en crachant, cherchant de l'air, mes cheveux plaqués sur mon visage. Ma tête a replongé alors que j'essayais de retrouver mes esprits. Les rires venant du ponton m'ont frappé avant même l'air. C'était Maria, pliée en deux, me montrant du doigt. Ne sois pas si dramatique, a-t-elle hurlé. Mes parents, Rebecca et David, regardaient depuis la terrasse. Ils souriaient. Ils n'essayaient pas d'aider, ils se contentaient de regarder pendant que je luttais pour respirer. Une douleur aiguë a traversé ma vieille blessure à l'épaule, et une panique familière a commencé à m'étreindre la poitrine alors que l'eau glacée choquait mon organisme. Je n'étais pas dramatique. J'étais en réel danger. Et à ce moment-là, en les regardant rire, j'ai su que quelque chose en moi venait de se briser. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai juste lutté pour regagner la rive, les poumons en feu. 2 semaines plus tard, son fonds pour l'université avait disparu. Et moi aussi. Le trajet du retour fut silencieux. J'étais assise à l'arrière, enveloppée dans une serviette humide et moisie, la climatisation de la voiture me semblant glaciale sur la peau. Le sifflement dans ma poitrine s'était calmé pour devenir un faible murmure, un rappel constant de la façon dont le choc thermique avait affecté ma respiration. Maria était sur le siège avant, fredonnant au son de la radio, gloussant de temps à autre. Mes parents discutaient de ce qu'ils devaient acheter à l'épicerie. C'était comme si la dernière heure n'avait jamais eu lieu, comme si leur plus jeune fille ne s'était pas noyée sous leurs yeux. Mais pour moi, cette heure avait duré une éternité. Le froid du lac avait choqué mon corps, mais c'était la froideur dans leurs yeux qui avait gelé quelque chose au plus profond de moi. Cela a fait remonter une décennie de souvenirs, un long film muet de ma propre vie qui se déroulait dans ma tête. Je me suis souvenu de mes 16 ans, si fier de ma voiture, une berline cabossée mais fiable que j'avais achetée avec l'argent de mon petit boulot. Une semaine plus tard, Maria, qui venait d'avoir son permis suspendu pour excès de vitesse, l'a prise sans demander et l'a enroulée autour d'un poteau téléphonique. Quand je l'ai découvert, ma mère m'a prise à part, sa voix douce et suppliante. Elle a fait une erreur, Jane. Elle se sent terriblement mal. Sois une bonne sœur. Cet argent que ta grand-mère économise pour toi peut couvrir les frais, n'est-ce pas? J'ai fini par payer les dégâts. Maria ne m'a même jamais dit merci. Je me suis souvenu de mon 20e anniversaire. Je voulais un bon dîner en famille. Au lieu de cela, j'ai passé la nuit à virer 5000 € à Maria. Elle était à Las Vegas avec ses amis et avait, selon ses propres mots, traversé une mauvaise passe. Mon père m'a tapé sur l'épaule quand j'ai raccroché. C'est bien ma fille, toujours responsable. La famille est de la famille. Ma grand-mère, la mère de ma mère, avait tout vu. C'était une femme silencieuse et observatrice qui avait bâti une entreprise de construction prospère à partir de rien.
Elle voyait comment j'économisais mon argent pendant que Maria flambait son argent de poche. Elle voyait comment j'étudiais pour mes examens pendant que Maria faisait la fête. Elle voyait que j'étais toujours celle qui devait nettoyer les dégâts. Quelques mois avant de mourir, elle m'a fait asseoir dans son atelier, l'air chargé de l'odeur de la sueur et du vernis. Elle m'a tendu un lourd registre relié en cuir. L'argent est un outil, Jane, avait-elle dit, sa voix rauque mais ferme. Il peut construire une vie, ou il peut être une béquille pour ceux qui refusent d'apprendre à marcher. Je te fais confiance pour être une bâtisseuse. À sa mort, elle m'a légué la majeure partie de sa succession, une somme considérable incluant des investissements et des biens immobiliers. Maria a reçu un montant symbolique, et mes parents ont eu la maison familiale et une pension. Le testament était clair. L'argent était à moi, et je devais le gérer moi-même à mes 22 ans. Ma grand-mère m'avait fait confiance, à moi et pas à eux, et ils ne me l'avaient jamais pardonné. Le silence dans la voiture fut finalement rompu par ma mère. « Jane, chérie, tu te sens mieux ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé par la fenêtre. « Arrête de faire ton bébé », a grommelé Maria depuis l'avant. C'était une blague. « Maria », a dit mon père, sa voix ne contenant aucune véritable réprimande. « Mais elle a raison, Jane. Tu as toujours été trop sensible. » Je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche et je suis allé dans ma chambre. Le froid n'était plus seulement dans mes os, il était dans mon cœur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne que je savais capable de comprendre, Michel. Nous étions meilleurs amis depuis la maternelle, et elle avait été un témoin de première ligne de la dynamique de ma famille pendant des années. « Ils ont fait quoi ?» a-t-elle dit, sa voix un grognement sourd après que je lui ai raconté l'histoire. Je pouvais l'imaginer faisant les 100 pas dans son petit appartement, passant une main dans ses cheveux de frustration. Ils ont juste ri, Michel, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. J'arrive, a-t-elle dit. Elle était là en 15 minutes, un sac de hamburgers graisseux à la main. Nous nous sommes assises dans ma chambre, et pour la première fois de la journée, j'ai senti une lueur de chaleur. Ce n'est pas juste à propos du lac, Jane. Tu le sais, n'est-ce pas? A-t-elle dit en me tendant un hamburger. Je n'avais pas faim, mais je l'ai pris quand même. Combien de fois l'as-tu tiré d'affaire? Combien de prêts leur as-tu accordé en sachant que tu ne reverrais jamais l'argent? J'ai juste haussé les épaules, enlevant l'emballage. Ils ne prennent pas seulement ton argent, ma belle. Ils prennent ta vie. Ils te manquent de respect parce qu'ils savent que tu vas l'encaisser. Tu es leur filet de sécurité, leur carte sortie de prison. Elle s'est penchée en avant, ses yeux intenses. T'es-tu déjà senti aimé par eux, ne serait-ce qu'une seule fois, sans condition? Sans qu'ils aient besoin de quelque chose de toi. Sa question m'a frappé plus durement que l'eau froide. J'ai essayé de penser à un seul exemple, un seul souvenir où leur affection n'était pas liée à ma docilité ou à mon portefeuille. Rien ne m'est venu. Le silence s'est étiré, et il s'est rempli d'une terrible prise de conscience. Des larmes, que je ne savais même pas présentes, ont commencé à monter. Je me suis détourné, ne voulant pas qu'elle me voie. Elle a fait semblant de ne pas remarquer. Après le départ de Michel, je me suis surprise à sortir un vieil album photo. Nous étions là, une famille de 4, souriant à Disney World. J'avais environ 10 ans. Je me souvenais de ce voyage. Je me souvenais que mon père avait perdu son portefeuille, et que j'avais offert les 200 € que j'avais économisés pour une nouvelle console de jeux vidéo, afin d'aider à payer l'hôtel. Ma mère m'avait serré dans ses bras et m'avait appelé sa petite héroïne. À l'époque, j'avais ressenti une immense fierté. Maintenant, en regardant la photo, tout ce que je voyais, c'était le début d'un schéma. J'ai tourné les pages, chaque photo souriante était un mensonge. Photo de remise de diplôme, matin de Noël, fête d'anniversaire. Chaque étape importante était entachée par une transaction, un sacrifice que j'avais fait, qui était attendu et non apprécié. J'ai refermé l'album. Un profond sentiment de deuil m'a envahi. Je ne pleurais pas seulement la famille que j'avais, je pleurais la famille que je pensais avoir, celle en laquelle j'avais désespérément voulu croire. Les visages heureux sur les photos étaient des inconnus, et j'étais une étrangère dans ma propre maison. Je suis restée assise là dans le noir, les larmes coulant enfin, pleurant pour la fille sur les photographies, celle qui voulait juste que sa famille l'aime pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle avait. Les jours suivants furent un brouillard de politesse forcée. Ma famille agissait comme si de rien n'était,
ce qui était en quelque sorte pire que s'ils avaient été en colère. C'était une invalidation complète de mon expérience. Ma mère me demandait si je voulais des œufs au petit déjeuner. Maria me demandait d'emprunter mon chargeur de voiture. Mon père me demandait de l'aider avec le jardinage. C'était normal, et ça me rendait folle. Le point de rupture, le moment qui a transformé mon chagrin en une résolution froide et dure, est arrivé un jeudi soir. Je descendais pour un verre d'eau quand j'ai entendu les voix de mes parents venant du salon. Je me suis arrêté en bas des escaliers, caché par l'ombre. Elle a à peine dit un mot en 3 jours, disait ma mère, Rebecca, sa voix empreinte de frustration. Tout ce cinéma du traitement silencieux est si puéril. Elle s'en remettra, a grogné mon père, David, de derrière son journal. Elle le fait toujours. On ne peut pas se permettre qu'elle s'en remette maintenant, David, a-t-elle lancé. Maria a besoin de l'apport pour son programme de MBA avant la fin du mois. 50 000 €. As-tu oublié? Bien sûr que je n'ai pas oublié. Que veux-tu que je fasse? C'est une adulte. On ne peut pas juste prendre l'argent. Il y eut une pause. Puis la voix de ma mère baissa jusqu'à un murmure conspirateur. Je parlais à ma sœur Carole. L'entreprise de construction de son mari a quelques problèmes de trésorerie, une crise temporaire. Et si on disait à Jane qu'on a des ennuis, que l'entreprise est au bord de l'effondrement, et qu'on a besoin qu'elle co-signe un prêt pour la sauver? Mon sang s'est glacé. Elle ne le fera jamais, a dit mon père d'un ton dédaigneux. Elle le fera si on présente les choses correctement, a-t-elle insisté. On en fait une question de famille, de responsabilité. On lui dit que c'est le seul moyen de garder un toit sur nos têtes. On obtient le prêt, on donne les 50 000 € à Maria, et puis, eh bien. On verra pour le reste plus tard. Elle doit être responsable pour sa sœur. C'est la bonne chose à faire. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Ce n'était plus de la simple cupidité. C'était un complot calculé. Il ne profitait pas seulement de ma générosité, il prévoyait de me tromper activement, de me piéger dans l'endettement pour financer la vie de ma sœur. Je me suis éloigné des escaliers, le cœur battant à tout rompre, et je me suis réfugié dans ma chambre avant qu'il ne puisse m'entendre. J'ai fermé la porte, le dos pressé contre elle, et je me suis laissé glisser jusqu'au sol. Être considéré comme acquise était une chose. Être la cible d'un complot ourdi par ses propres parents en était une autre. Le lendemain, j'ai essayé de parler à mon petit ami, Jesse. Nous sortions ensemble depuis environ 1 an. Il était intelligent, ambitieux, et je pensais qu'il était de mon côté. Nous nous sommes retrouvés pour un café, et je lui ai tout déballé, le lac, l'historique des demandes financières, la conversation que j'avais surprise. Je m'attendais à de l'indignation. Je m'attendais à ce qu'il me dise que je devais partir de là. Au lieu de cela, il a remué son latte, un froncement de sourcils pensif sur le visage. Waouh, c'est beaucoup, Jane. Beaucoup, Jessie? Il prévoit de m'escroquer. Eh bien, peut-être pas une escroquerie, a-t-il dit prudemment, en évitant mon regard. Peut-être qu'ils sont juste désespérés, et ce n'est qu'une signature, non? Pour la famille. Tu ne veux pas être celle qui brise ta famille pour de l'argent, si? Pense à ce que les gens diraient. Je l'ai dévisagé, ma tasse de café figée à mi-chemin de mes lèvres. Ce que les gens diraient? Il ne s'agissait pas de ce qui était bien ou mal. Il ne s'agissait pas de mon bien-être. Il s'agissait des apparences. Et à cet instant, j'ai réalisé que pour lui, mon héritage n'était pas un fardeau que je portais, c'était un avantage dont il profitait. Les bons dîners, les week-ends d'escapade, ma stabilité financière faisait partie de mon attrait. Ma douleur n'était qu'une complication gênante. Je dois y aller, ai-je dit, en me levant si brusquement que la table a tremblé. Ce soir-là, j'ai de nouveau appelé Michel. Je lui ai tout dit, le complot, la réaction de Jessie. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, je connais une avocate, Jane. Ma tante l'a engagée pour son divorce. Elle est coriace et elle est intelligente. Elle s'appelle Sarah Blackwood. Je pense que tu devrais l'appeler. Pas pour les poursuivre en justice, juste pour connaître tes droits. Pour savoir à quoi tu as affaire. Elle m'a envoyé son numéro par texto. Je l'ai fixé pendant 10 bonnes minutes avant que mon pouce n'appuie finalement sur le bouton d'appel.
Le bureau de Sarah Blackwood se trouvait dans un immeuble élégant et moderne du centre-ville. C'était comme un autre monde comparé à la maison de banlieue de ma famille. Sarah elle-même avait la fin de la quarantaine, avec des yeux vifs et intelligents, et une attitude calme et pragmatique. Elle a écouté toute mon histoire sans m'interrompre, son stylo griffonnant occasionnellement une note sur un bloc-notes. Quand j'ai eu fini, je me sentais émotionnellement vidé, comme si je venais de courir un marathon. Elle m'a regardé, son expression un mélange de professionnalisme et d'empathie sincère. « Jane » a-t-elle commencé, sa voix stable et rassurante. « Soyons parfaitement clairs. Les actifs que votre grand-mère vous a laissés sont les vôtres, et les vôtres seulement. Vous n'avez aucune obligation légale de payer pour l'éducation de votre sœur, sa voiture, ou son style de vie. La seule obligation que vous avez est celle, émotionnelle, qu'ils ont fabriquée et exploitée pendant des années. » L'entendre énoncer si clairement, si légalement, c'était comme si un poids physique m'était retiré des épaules. « Le plan que vous avez entendu, » a-t-elle continué, son ton se durcissant légèrement, n'est pas seulement moralement répréhensible. Il frôle le complot en vue de commettre une fraude. Si vous deviez signer ce prêt sous de faux prétextes qu'ils auraient créés, vous seriez légalement responsable. Et ils le savent. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Nous avons discuté des options. Nous avons parlé de fiducie et de fondation. Nous avons parlé de limites. Pour la première fois, je ne parlais pas seulement de mes sentiments, je parlais de stratégie. J'ai quitté son bureau en me sentant différente. Le chagrin était toujours là, une douleur sourde dans ma poitrine. Mais pour la première fois, il était mêlé à autre chose, une lueur de pouvoir, un sentiment de contrôle. Il m'avait poussé dans le lac, s'attendant à ce que je m'agite, que j'éclabousse, et que je finisse par céder. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point d'apprendre à construire un barrage. Les 2 semaines qui ont suivi ma rencontre avec Sarah Blackwood ont été les plus calmes et les plus intenses de ma vie. De l'extérieur, j'étais placide, obéissante. Je suis redevenu la Jane à laquelle ils étaient habitués. Je répondais aux questions de ma mère sur ma journée. Je laissais Maria me battre aux jeux vidéo. J'ai même aidé mon père à nettoyer le garage. Je jouais un rôle, et je n'avais jamais été une actrice aussi convaincante. À l'intérieur, cependant, une tempête faisait rage. Chaque sourire poli était un masque, chaque hochement de tête approbateur, un coup d'échec soigneusement placé. Je n'étais plus une victime réagissant à leurs caprices, j'étais une architecte concevant ma propre sortie. Mon premier geste fut de tâter le terrain, de confirmer ce que je savais déjà au fond de mon cœur. Un soir, au dîner, j'ai poussé un lourd soupir. « J'ai eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui », ai-je dit, en remuant ma purée dans mon assiette. Cette action technologique dans laquelle j'ai investi une partie de mes économies a piqué du nez. J'ai perdu une somme d'argent importante. La réaction fut instantanée et révélatrice. La fourchette de ma mère a cliqueté sur son assiette. « Quoi ? Combien ? » « Beaucoup, ai-je dit vaguement, en observant leur visage. « Ça va prendre un moment pour me rétablir. Je vais devoir être très prudente avec mes finances dans un avenir proche. » Je l'ai vu. Pas une once d'inquiétude pour moi ou ma prétendue perte financière. Juste une panique pure et sans mélange. Le visage de ma sœur Maria s'est assombri. « Tu plaisantes, j'espère ? Et mon MBA ? » « Je suis désolé, Maria, ai-je dit, en croisant son regard. Je ne pense pas pouvoir aider avec ça pour le moment. »« Comment ça, tu ne peux pas aider ?» s'est exclamée ma mère, Rebecca, sa voix montant. « Tu ne peux pas être aussi irresponsable avec cet argent, Jane. Ta grand-mère te l'a laissé pour que tu construises un avenir pour cette famille, une sécurité, pas pour le dilapider en bourse. » L'hypocrisie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. C'était la confirmation finale. Ma valeur à leurs yeux n'était pas celle d'une fille ou d'une sœur, mais celle d'un compte en banque, d'une ressource. Et maintenant que la ressource était prétendument menacée, le mince vernis d'affection familiale avait été arraché, révélant l'avidité laide et désespérée qui se cachait en dessous. Le lendemain, j'ai commencé à construire mon arche. J'ai eu plusieurs autres réunions, discrètes et silencieuses, avec Sarah. Nous avons élaboré le plan. Les 50 000 € que mes parents attendaient pour Maria se trouvaient sur un compte d'épargne à haut rendement à mon nom. Ça avait toujours été mon argent, destiné dans mon esprit à son éducation, par un sens du devoir mal placé. Maintenant, il allait être réaffecté.
Sarah m'a aidé à rédiger les documents pour créer une fondation de bourse privée. C'était une manœuvre juridique simple. Je ferai don des 50 000 € à cette nouvelle fondation, qui attribuerait ensuite des bourses à des étudiants méritants de ma communauté locale. Nous lui avons même donné un nom, une touche finale d'ironie poétique. Nous l'avons baptisé la Fondation de Bourse Wilson. Wilson était notre nom de famille. Pendant que Sarah s'occupait du cadre juridique, je m'occupais de la logistique de ma fuite. J'avais un diplôme en design graphique, et j'ai discrètement envoyé mon portfolio à plusieurs agences dans une ville à 3 États de là, un endroit où je ne connaissais personne, un endroit où je pourrais être anonyme. En 2 semaines, j'avais un entretien prometteur de prévu sur Zoom. Quelques jours plus tard, ils m'ont offert un poste de designer junior, sous réserve d'une vérification des antécédents. J'ai accepté sur le champ. J'ai trouvé un petit appartement en ligne et j'ai payé le premier mois de loyer et la caution à partir d'un nouveau compte bancaire dont ma famille ignorait tout. J'ai commencé à faire mes cartons tard le soir, une boîte à la fois, en les cachant au fond de mon placard. Mes biens les plus précieux, les vieux outils de ma grand-mère, ma collection de livres de design vintage, les photos de moi et Michel, ma vraie vie. Un après-midi, j'ai surpris ma mère au téléphone, sa voix tendue par le stress. Elle était dans la cuisine, le dos tourné. « Je ne sais pas quoi te dire, Carole, disait-elle. Tu auras ton argent. J'ai juste besoin de plus de temps. L'affaire de David a échoué. On comptait là-dessus. Donne-moi juste jusqu'à la fin de l'année. Alors, voilà. Le fin mot de l'histoire. Ma tante, celle qui avait toujours été si gentille avec moi, était une créancière. Sa gentillesse n'était que la pression d'un étau qui se resserrait lentement. Il ne s'agissait pas seulement de donner un coup de pouce à Maria, il s'agissait de se sortir eux-mêmes d'un trou qu'ils avaient creusé avec ma propre tante. La complexité de leur tromperie était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Les pièces étaient toutes en place. La fondation était légalement établie, l'emploi était assuré, l'appartement m'attendait. Il ne restait plus qu'à partir. Ma famille, inconsciente du raz-de-marée qui allait les frapper, a décidé de mettre en scène son acte final. Ma mère a annoncé que nous aurions un dîner de famille spécial, une réunion. Son ton était artificiellement enjoué, comme toujours lorsqu'elle s'apprêtait à demander quelque chose d'important. Elle a préparé mon plat préféré, du poulet rôti avec des pommes de terre au romarin. Toute la maison sentait le foyer que j'étais sur le point de quitter pour toujours. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, la belle vaisselle brillant sous les lumières. On se serait cru dans un film, un drame familial tendu qui se jouait en temps réel. Mon père s'est raclé la gorge. Ma mère a croisé les mains sur la table, et Maria s'est penchée en arrière sur sa chaise avec un air suffisant. Jane, a commencé ma mère, sa voix dégoulinant d'une sincérité étudiée. Nous devons parler, en famille. Je l'ai juste regardé, mon expression neutre. J'avais répété ce moment dans ma tête une centaine de fois. Ton père et moi, nous traversons une mauvaise passe, a-t-elle dit, une seule larme parfaite roulant sur sa joue. L'entreprise ne va pas bien. Nous sommes face à une crise, et nous risquons de tout perdre. Mon père a hoché la tête d'un air sombre, jouant son rôle. Nous avons besoin de ton aide, ma chérie. Nous ne le demanderions pas si ce n'était pas une question de vie ou de mort. Il a fait glisser une liasse de papier sur la table. Une demande de prêt. Exactement comme je l'avais entendu. Il voulait que je sois garante d'un prêt massif, en utilisant mon portefeuille d'investissement comme garantie. Ce n'est qu'une signature, a murmuré ma mère, ses yeux suppliants. Pour sauver ta famille. C'est le moment de devenir une adulte, petite sœur, a ajouté Maria, le coup de grâce. Le moment de prendre de vraies responsabilités. J'ai baissé les yeux sur les papiers. J'ai regardé leurs visages impatients, l'espoir désespéré dans les yeux de ma mère, l'exigence sévère dans ceux de mon père, le sourire arrogant de ma sœur. J'ai vu toute cette pièce pathétique et tragique pour ce qu'elle était, et je n'ai rien ressenti. La colère s'était consumée, laissant derrière elle un calme froid et clair. J'ai pris le stylo qu'ils avaient si obligeamment placé à côté des documents. Je l'ai tenu un instant. Je pouvais voir la victoire dans leurs yeux. Ils pensaient avoir gagné. Puis, j'ai doucement reposé le stylo sur la table, intact. Je me suis levé. Non, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a résonné dans la pièce soudainement silencieuse. Quoi, a haleté ma mère. Non, ai-je répété, un peu plus fort cette fois.
Je les ai regardés chacun dans les yeux. Je ne signerai rien. Je me suis retourné et j'ai quitté la salle à manger, les laissant figés dans un tableau d'incrédulité. Je suis monté, j'ai attrapé les 2 sacs de sport que j'avais préparés avec mes affaires essentielles, je suis sorti par la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture, et je suis parti sans un regard en arrière. Le véritable dénouement n'est pas venu avec un cri, mais avec une lettre. 3 jours plus tard, ma sœur Maria, convaincue que ma petite crise de colère était terminée, est entrée dans l'agence principale de notre banque locale. Elle s'est adressée au conseiller privé qu'on lui avait indiqué de voir pour mettre en place le virement pour ses frais de scolarité. Elle a probablement dû entrer avec assurance, s'attendant à un traitement de faveur. Elle a donné son nom au conseiller et a expliqué qu'elle était là pour accéder aux fonds que sa sœur lui fournissait pour son MBA. Le conseiller, une femme polie d'une 50aine d'années, a tapé son nom dans le système. Elle a froncé les sourcils. Elle l'a tapé à nouveau. Je suis désolé, mademoiselle Wilson, je ne vois aucune note ici concernant un virement. Ça vient du compte de ma sœur, Jane Wilson, a probablement dit Maria, sa voix empreinte d'agacement. Encore une frappe, une pause plus longue. Mademoiselle Wilson, a dit le conseiller, sa voix soigneusement neutre, le compte auquel vous faites référence a été clôturé il y a 2 jours. Les fonds ont été transférés. Transférés où? C'est mon argent. Aurait-elle hurlé, faisant tourner les têtes dans le hall silencieux de la banque. Le conseiller aurait calmement expliqué que les fonds étaient légalement à mon nom et que j'avais tout à fait le droit de les déplacer. Mais ce n'était pas le meilleur. Le lendemain, une épaisse enveloppe de couleur crème est arrivée chez nous, adressée à Mademoiselle Maria Wilson. Elle avait l'air officielle, importante. Elle l'a probablement déchirée, pensant que c'était une sorte d'erreur de la banque qu'elle devait rectifier. À l'intérieur, sur un papier à en-tête épais et gaufré, se trouvait une lettre. Elle commençait ainsi, « Chère Mademoiselle Wilson, au nom de notre conseil d'administration. Nous sommes ravis de vous informer que vous avez été nommée l'inspiration honoraire de la toute nouvelle fondation de Bourse Wilson. Un don anonyme généreux de 50 000 € a été fait au nom de votre famille pour fournir une aide financière à des étudiants brillants et méritants de notre communauté, qui ont surmonté d'importants obstacles personnels et financiers. Votre parcours ambitieux a inspiré notre bienfaiteur à redonner à ceux qui démontrent un véritable potentiel et une grande autonomie. Je n'étais pas là pour le voir, mais je peux l'imaginer parfaitement. » La couleur quittant le visage de Maria, ma mère attrapant la lettre, sa main tremblant en la lisant à voix haute. Mon père s'effondrant sur une chaise, le visage cendré. L'argent n'avait pas seulement disparu, il avait été utilisé pour les humilier publiquement. Il avait été reconverti en un monument à leur propre cupidité, un rappel caritatif permanent de ce qu'ils avaient perdu. Ils n'avaient pas seulement perdu l'argent, ils avaient perdu le contrôle. Le pouvoir avait basculé, complètement et irrévocablement, et j'étais déjà à 3 états de là, en train de recommencer ma vie. Les retombées ont été immédiates et exactement comme je l'avais prévu. Mon téléphone a commencé à exploser. Le premier appel était de ma mère. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message qu'elle a laissé était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Sa voix étranglée par de fausses larmes. « Jane, chérie, qu'as-tu fait? Il y a eu une terrible erreur. Tu dois nous appeler. Nous sommes si inquiets. Ce n'est pas toi. » L'appel suivant était de Maria. Je n'ai pas eu besoin d'écouter le message vocal pour savoir ce qu'il disait. Ces textos, un flot de mots furieux et mal orthographiés, racontaient toute l'histoire. Où est mon argent? Tu trouves ça drôle? Tu as ruiné ma vie. Tu es morte pour moi. Puis est venu un texto de mon père, bref et froid. Appelle ta mère. Tu l'as terriblement contrarié. J'ai lu les messages, écouté les quelques secondes des messages vocaux, puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai ouvert ma liste de contacts et, un par un, j'ai bloqué leurs numéros. Mère, père, sœur, et même Jessie. Le sentiment de soulagement était presque physique, comme une profonde et purifiante respiration. Le silence qui a suivi était magnifique. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. C'était ma tante Carole. Sa voix était mielleuse. Jane, ma chérie, c'est ta tata. Ta mère est hors d'elle d'inquiétude. Nous le sommes tous. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison pour qu'on puisse en parler? Quoi qu'il n'aille pas, on peut l'arranger.
C'était leur dernière tentative. La police gentille, envoyée pour servir de médiateur. Mais je savais la vérité. Elle ne s'inquiétait pas pour moi, elle s'inquiétait pour le prêt que mes parents lui devaient. Je vais bien, tante Carole, ai-je dit, ma voix calme et stable. Il n'y a rien à dire. Mais ta famille. Ils ne sont plus ma famille depuis longtemps, ai-je dit. Et avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro aussi. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Leur coup suivant, comme Sarah m'avait prévenu que cela pourrait arriver, fut une tentative désespérée et pathétique d'utiliser les autorités pour me contrôler. Un soir, on a frappé à la porte de mon nouvel appartement. Mon cœur a fait un bond, mais j'ai regardé par le Judas et j'ai vu 2 policiers. J'ai ouvert. Puis-je vous aider? Êtes-vous Jane Wilson? A demandé l'un d'eux. Oui, c'est moi. Madame, nous avons reçu un appel de votre famille. Ils ont demandé une visite de contrôle, affirmant qu'ils s'inquiétaient pour votre sécurité. Ils ont dit que vous étiez parti dans des circonstances inhabituelles. J'ai dû me retenir de rire. Officier, j'ai 22 ans. Je ne suis pas porté disparu. J'ai déménagé ici pour un nouveau travail. Je suis en parfaite sécurité. Je leur ai montré mon nouveau permis de conduire avec l'adresse locale et mon badge de travail. L'officier a hoché la tête, griffonnant sur son carnet. Donc, vous êtes parti volontairement? À 100%, ai-je dit. J'apprécierais que vous informiez ma famille que je vais bien et que je ne souhaite plus avoir de contact avec eux. Toute nouvelle tentative de leur part sera considérée comme du harcèlement. Ils ont été professionnels et ont compris immédiatement. Ils sont partis, et je savais que cette voie était désormais fermée à ma famille. Ils avaient joué leur dernière carte et perdu. Leur pouvoir sur moi avait officiellement disparu. Ils ne pouvaient pas me forcer, pas me manipuler, et pas utiliser qui que ce soit d'autre pour m'atteindre. Il ne leur restait que les conséquences de leurs propres actions, et j'étais enfin, vraiment, libre. 6 mois ont passé. 6 mois de guérison silencieuse, heureuse, et parfois difficile. Ma nouvelle ville était vibrante et anonyme. Mon travail de designer junior était stimulant et épanouissant. J'étais entouré de gens qui me voyaient comme Jane, la fille douée avec les polices de caractère et à l'humour peint sans rire, pas Jane le distributeur automatique familial. Je me suis fait quelques amis au travail. On prenait un verre après une longue semaine où on partait en randonnée le week-end. C'était des amitiés simples, faciles, libérées du poids de l'histoire et des obligations. Plus important encore, je prenais soin de moi. J'ai trouvé un excellent kinésithérapeute qui m'a aidé à surmonter la douleur chronique à mon épaule. À chaque exercice, je me sentais devenir physiquement plus forte, et c'était un miroir de la force émotionnelle que je construisais. Sur sa recommandation, j'ai aussi commencé à voir un thérapeute. Nous avons parlé de limites, de culpabilité, de la redéfinition de ce que signifiait la famille. C'était un travail difficile de déballer 2 décennies de bagages émotionnels, mais c'était nécessaire. Un après-midi, un email est apparu dans ma boîte de réception avec un objet qui m'a coupé le souffle. Il venait de Lucie. Lucie était ma cousine, plus jeune que Maria et moi. Elle avait 16 ans, une fille calme et observatrice qui était toujours en périphérie lors des réunions de famille. Je me souvenais de l'avoir vue près du ponton ce jour-là, ses yeux grands ouverts avec un regard que je n'avais pas su déchiffrer à l'époque. J'ai ouvert l'email. Salut Jane. Je ne sais pas si tu recevras ce message. Maman a dit que personne ne devait te contacter, mais j'ai senti que je devais le faire. J'ai beaucoup pensé à cette journée au lac. J'ai vu ce que Maria a fait, et j'ai vu que tu étais vraiment en difficulté. Je voulais dire quelque chose. Mais j'ai eu peur. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir fait. Les choses ici sont folles depuis que tu es parti. Oncle David et tante Rebecca sont au plus mal. Maria a perdu sa place dans le programme de MBA et travaille dans un centre d'appel. Elle est en colère tout le temps. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir. J'ai surpris ma mère. Tante Carole. Se disputer avec tante Rebecca au téléphone. L'entreprise de mon père a vraiment des problèmes. Et ma mère avait prêté une énorme somme d'argent à tes parents il y a un moment. Elle menaçait de les poursuivre en justice s'ils ne la remboursaient pas. Ils n'essayaient pas d'obtenir ton argent juste pour l'école de Maria. Ils essayaient de se sauver eux-mêmes de ma mère. Ça ne rend pas ce qu'ils ont fait juste du tout,
mais je pensais que tu devrais connaître toute l'histoire. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente que tu sois partie. Lucie. J'ai lu l'email 3 fois. Ce n'était pas un choc, pas vraiment. C'était une confirmation des pièces de puzzle éparses que j'avais déjà rassemblées. Cela n'a pas changé mes sentiments, et cela ne m'a certainement pas fait de peine pour eux. Leur désespoir n'excusait pas leur cruauté, mais il apportait un dernier éclairage sur toute cette situation sordide. Cela a solidifié ma décision. Je ne m'étais pas seulement échappé de la cupidité, je m'étais échappé d'un navire en perdition, d'un vortex de mauvaises décisions et de mesures désespérées qui m'auraient sans aucun doute entraîné avec eux. J'ai répondu à Lucie, un email court et simple. Merci de me l'avoir dit. Ça compte beaucoup. Je vais bien. J'espère que toi aussi. J'ai cliqué sur envoyer et, avec ce geste, j'ai fermé le dernier chapitre de mon ancienne vie. Cela fait plus d'1 an maintenant. Mon appartement ne semble plus nouveau, il est devenu mon chez-moi. La fenêtre au-dessus de mon bureau donne sur la ville, un paysage de lumière scintillante et de possibilités infinies. Mon épaule me dérange rarement maintenant, il ne reste qu'une douleur sourde les jours de pluie. La semaine dernière, une autre lettre est arrivée. Celle-ci ne venait pas d'un avocat ou d'un parent désemparé. Elle était sur du papier simple et ordinaire, avec l'adresse de retour du community college local. Je l'ai ouverte. C'était d'une jeune femme, une étudiante en soins infirmiers. Elle était la première bénéficiaire de la fondation de Bourse Wilson. Elle racontait qu'elle était une mère célibataire, cumulant 2 emplois pour joindre les 2 bouts, et comment la bourse signifiait qu'elle pouvait en quitter un et passer plus de temps avec son fils. Cela signifiait qu'elle pouvait se permettre d'acheter ses manuels sans avoir à sauter des repas. Cela signifiait qu'elle pouvait envisager un avenir pour elle-même qui n'était pas seulement une lutte quotidienne pour la survie. Je ne sais pas qui est le donateur anonyme, écrivait-elle à la fin. Mais si jamais vous avez l'occasion de le lui dire, s'il vous plaît, faites-lui savoir qu'il ne m'a pas seulement donné de l'argent, il m'a donné de l'espoir. J'ai plié la lettre, un sourire sincère et non forcé sur mon visage. La douleur dans ma poitrine, qui avait été ma compagne constante pendant si longtemps, avait disparu. À sa place, il y avait une chaleur calme et constante. J'avais passé ma vie à croire que je devais m'immoler par le feu pour tenir ma famille au chaud, pour finalement réaliser qu'il se tenait à côté des flammes en se plaignant du froid. Mon acte de rébellion, né de tant de douleur et de colère, était devenu un acte de création. L'argent qu'ils considéraient comme leur droit, avait été transformé en la chance de quelqu'un d'autre. En regardant les lumières de la ville, j'ai enfin compris. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de s'en aller. Parfois, la famille la plus aimante n'est pas celle dans laquelle on est, mais celle que l'on trouve, ou celle que l'on a le courage de construire pour soi-même, brique par brique, dans la paix tranquille de sa propre vie.